Vous avez vu qu'au PS, ils ont tellement plus de militants qu'ils sont obligés d'embaucher une agence de stratégie narrative pour rédiger leur programme là, de défense de celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Alors que franchement, Glucksmann aurait pu demander à ses copains de la CIA d'écrire le programme, ça aurait été beaucoup plus rapide et moins cher. Hein. Bonjour à toutes et à tous, on est mardi 27 février, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de nos blagues en toute honnêteté dans les commentaires. Allez, c'est parti. Ce samedi, ça va faire 2 ans que l'Ukraine est envahie par la Russie. Depuis, la guerre fait rage au cœur de l'Europe et la France aide Kiev par la production et l'envoi de munitions, notamment. Depuis le début de l'année, ces activités se sont d'ailleurs intensifiées, ce qui est salué par exemple par l'eurodéputé Raphaël Glucksmann. Mais hier, un cap a été franchi. Lors d'un grand sommet de soutien à l'Ukraine à l'Elysée, Emmanuel Macron a affirmé que les alliés du camp ukrainien devraient marquer un sursaut dans leur soutien à l'effort de guerre et qu'il n'exclut pas d'envoyer des troupes françaises au sol directement. Une initiative saluée par certains, comme la revue Défense nationale, qui voit un progrès dans la volonté de stabiliser le continent face à l'impérialisme russe. Mais bon, nous, on peut pas s'empêcher de voir que l'entrée directe d'une puissance nucléaire comme la France dans un conflit avec la Russie est la suite d'une escalade militaire extrêmement inquiétante. Ce possible envoi de troupes, il fait aussi écho au peu de réactions que suscite la tentative de génocide des Palestiniens en France. Emmanuel Macron a annoncé hier envoyer à Gaza du fret humanitaire pour subvenir aux besoins vitaux des Palestiniens, actuellement en proie à une famine. Une famine qui est due au blocus qu'Israël a mis en place sur les routes et qui est dans la continuité des massacres et des bombardements qu'il réalise sur des populations civiles désarmées. Le premier ministre d'extrême droite israélien Benjamin Netanyahou a présenté hier un nouveau plan d'évacuation des Gazaouis, un plan qui ne dupe plus personne vu les images qui parviennent de Rafah et d'ailleurs. Hier, l'Espagne et l'Irlande ont demandé à la Commission européenne d'enquêter à son tour sur la situation démarrée il y a maintenant 4 mois et demi. Un militaire états-unien s'est immolé devant l'ambassade d'Israël dans une protestation tragique hier aux États-Unis et il en est mort. En France, à présent, la grève est terminée pour les salariés qui s'occupent de la Tour Eiffel. Alors les visites ont été fermées de lundi à samedi pour ce monument, que dis-je, cet emblème de notre pays dont l'entretien est à la charge de la ville de Paris. C'est une grève assez inédite dans le paysage du mouvement social, puisque c'est la direction qui a mis sur la table une augmentation de salaire, alors que le motif de la grève était tout autre. Les salariés et les syndicats dénoncent un état délabré de la tour, qui rouille dû à une mauvaise gestion. Alors par exemple, Gustave Eiffel préconisait de repeindre l'acier tous les 7 ans. Or la dernière opération a eu lieu en 2010, soit il y a 14 ans. Même notre patrimoine le plus réputé n'est pas épargné par les coupes budgétaires. Autre type de patrimoine, moins reluisant en pleine période de crise agricole européenne, notre géant du lait, Lactalis. Eh bien, le groupe est devenu en 2022 le plus gros groupe agroalimentaire du pays, passant devant Danone avec un chiffre d'affaires de 28 milliards d'euros. Pourtant, hier, Lactalis a contesté une amende de 74 000 euros infligée par le ministère italien de l'Agriculture pour pratiques déloyales. Ce qui est reproché au groupe français, c'est d'avoir baissé unilatéralement, et pour son seul bénéfice, le prix du lait payé aux producteurs, soit exactement ce qui est reproché actuellement aux grands groupes par les agriculteurs européens. Et cette procédure lancée par l'Italie, c'est la première d'une centaine d'enquêtes sur les pratiques de Lactalis dans le pays. Donc bon, on va certainement en reparler. On refait un point abonné aujourd'hui et c'est Laurence qui veut nous parler des livrets et des pièces de 2 € commémoratives distribuées à tous les élèves du CP au CM2 en France. Le coût de l'opération est estimé à 16 millions d'euros pour une vaste opération de propagande, alors que, comme on l'a vu vendredi, l'éducation nationale vient de perdre 700 millions de budget. Et en plus, le livret est co-signé par Amélie Oudéa-Castéra, comme ministre des Sports, et Gabriel Attal comme ministre de l'Éducation. Voilà, donc l'impression s'est en fait en décembre, le livret n'a pas pris en compte les 2 remaniements. Enfin, on notera la symbolique de refiler une pièce de 2 € à des enfants dont 3000 d'entre eux sont à la rue, notamment à cause des politiques du gouvernement. Bon, on a fait une vidéo sur le mal-logement sur la chaîne du Canard Réfractaire si ça vous intéresse, allez voir ça après. Et si, comme Laurence, vous voulez aussi mettre votre grain de sel à nos vidéos, vous pouvez nous écrire à actu@lecanardréfractaire.org. Et si votre mail est accompagné d'un article, de photos ou de vidéos, c'est encore mieux. Et merci à vous.
On poursuit avec la chronique Affaires. Et une fois n'est pas coutume, on va parler des représentants de l'ordre. Street Press nous apprend que des ordinateurs de l'armée se sont retrouvés en vente sur Le Bon Coin. Alors les ordinateurs fixes et portables provenaient de la direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information de la défense. Ceux-là même qui doivent assurer la sécurité informatique des armées. Alors ils ont été volés par un militaire sur un stock d'appareils défectueux. L'armée préfère mettre au rebut que faire réparer, donc le militaire Manuel R. a alors tapé dans le stock pour en distribuer aux copains de caserne. Seulement l'un d'entre eux, Alexandre, a commencé à les accumuler pour les mettre sur le site de vente de particulier à particulier. Résultat des courses, le premier a quitté les rangs et se forme aujourd'hui en cybersécurité. Et bon, l'autre a été suspendu 25 jours et il est en attente de savoir s'il pourra reprendre son contrat de militaire. Les deux ont été condamnés à 500 € d'amende et 6 mois avec sursis sans inscription au casier. Une peine qui est plutôt clémente pour des hommes qui auraient pu exposer des données de cybersécurité des armées quand même. Continuons avec le procès d'un gendarme. En 2018, le GIGN est appelé pour intervenir dans une affaire de cambriolage. Ils stoppent une voiture qu'ils identifient comme celle des suspects. 2 hommes s'enfuient à pied, tandis que Henri l'enfant, le conducteur, prend peur. Il refuse de sortir et tente de prendre la fuite. Alexandre B, membre du GIGN, lui tire alors une balle à bout portant dans la tête. Pour la famille comme pour l'avocat général, c'est-à-dire le procureur, il n'y avait pas de légitime défense de la part du gendarme. Celui-ci, il est formé pour ne pas avoir recours en premier lieu à son arme létale. C'est pourquoi il a requis 2 ans de prison. Seulement, le tribunal a décidé d'acquitter le gendarme. Le parquet a donc fait appel de la décision. La famille dévastée a réagi avec colère dans les couloirs du tribunal, provoquant l'intervention de la police pour les faire sortir. En Haute-Corse, jeudi 22 février, un autre gendarme a lui aussi commis l'irréparable en tuant un homme de 63 ans. Bon, il avait déclenché le mode rafale de son fusil mitrailleur, là où normalement il est censé utiliser que le mode coup par coup. Le gendarme n'a pas su expliquer son geste et parle maintenant d'un geste involontaire. Il a été placé en détention provisoire et sera jugé pour homicide volontaire. Bon, quoi qu'il en soit, dans toutes ces affaires, presque aucun membre des forces de l'ordre n'est effectivement condamné à l'issue des procédures. Et très peu sont ceux qui connaissent des parcours de détention pendant l'enquête ou après jugement. En revanche, Éric Zemmour, lui, connaît bien les condamnations, puisqu'il vient d'être condamné pour la énième fois pour provocation à la haine. Il avait encouragé les Français à se battre pour leur libération. Et pas du capitalisme ou des bourges de son espèce, mais de ce qu'il nomme l'armée d'occupation. Ces propos ont été tenus en 2019. Et ouais, c'est ça aussi la réactivité de la justice. Ceux qui ont tenté de mettre les propos de Zemmour en application à Romans-sur-Isère ont eux écopé de 5 mois de prison avec sursis. 5 militants d'extrême droite ont ainsi été condamnés mercredi 21 février à la suite de la manifestation violente de novembre dernier. On termine cette chronique avec une petite info de vendredi. Gabriel Attal était en visite à Rochefort où il a posé son avion personnel. Seulement, le soir venu, après avoir visité un écoquartier de La Rochelle, le Premier ministre n'a pas eu envie de reprendre la voiture pour 30 minutes. Alors l'avion a donc volé à vide pour parcourir les 40 km qui séparaient les deux villes. Et tout ça avec notre argent, bien sûr. Alors que nous, avec votre argent, on alimente 2 chaînes et plusieurs réseaux de manière totalement indépendante. Alors n'hésitez pas à aller sur notre Tipeee pour regarder ça. Pensez aussi à partager cette vidéo. Et puis on se retrouve demain à 19 h pour une nouvelle vidéo d'actu. Allez, bonne soirée, ciao!